Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre exploration nous emmène au cœur d'un défi colossal. Comment transformer un des environnements les plus arides de la planète, le Sahara, en une terre, disons, propice à une agriculture durable? C'est une question immense, c'est vrai, face à cette étendue de sable, ces conditions extrêmes. Absolument. Mais voilà, il y a une initiative algérienne, AgriTechSol, portée par l'incubateur Green Incubator, qui propose une approche assez innovante. Mhm. On va se plonger dans un document clé qui explique un peu la genèse, la stratégie de ce projet. Pourquoi le projet agritechsol.pdf, d'accord. Notre mission, si on peut dire, décortiquer pourquoi ce projet, quels sont ses buts précis et surtout, quelles sont les technologies qu'il envisage. Et on va voir, c'est intéressant que c'est plus que de l'agronomie, c'est aussi une manœuvre stratégique bien pensée pour s'adapter à un cadre légal et fiscal algérien particulier. Ah oui, ça c'est un point important. Alors, allons-y. Ce qui surprend un peu au début dans le document, c'est le point de départ. AgriTechSol, en fait, c'est pas juste né d'un besoin agronomique. Non. Non, c'est très lié au cadre législatif algérien sur l'innovation ouverte. C'est assez fascinant comme approche. D'accord, l'innovation ouverte, c'est-à-dire. Concrètement, la loi, elle offre des incitations fiscales assez fortes aux entreprises qui investissent en R&D. Mhm. Mais à une condition, que cette R&D soit faite en partenariat avec des structures labellisées, typiquement des startups ou des incubateurs comme Green Incubator. Ah oui, je vois. C'est un levier fiscal pour encourager la collaboration. Exactement. Le document cite même les bases juridiques. Article 11 Loi de finances 2023, article 171 du Code des impôts, un arrêté interministériel. Bon, sans entrer dans les détails fiscaux, quoi. Non, bien sûr, mais on comprend l'idée. L'idée maîtresse, c'est que l'État algérien crée un environnement, ou même pousse activement, à la collaboration entre entreprises et innovation. C'est un levier fort pour orienter l'investissement privé. Absolument. Et cette innovation ouverte qui peut sembler un peu abstraite parfois, là, ça devient très concret, très structuré. C'est pas juste des discussions informelles. Non, c'est ça. C'est mettre en place de vraies passerelles contractuelles, opérationnelles, entre les grandes boîtes, les labos de recherche, les jeunes pousses. Voilà. Et Green Incubator, avec AgriTechSol, on voit bien qu'ils ont analysé ça de près. Ils ont monté un projet qui coche toutes les cases. Du coup, le projet est doublement intéressant. Il répond à un vrai défi agricole, la fertilité des sols sahariens, et en même temps, il offre une solution d'investissement fiscalement avantageuse pour les partenaires. C'est malin. Oui, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est de voir comment une politique publique, une loi de finances, devient un catalyseur direct pour de l'innovation très ciblée. Green Incubator, ils lancent pas juste un programme R&D agricole de plus. Non, c'est plus que ça. Ils ont vraiment conçu une offre complète qui aligne un besoin terrain urgent, améliorer durablement les sols du Sahara, avec une opportunité légale et fiscale. C'est cette intelligence stratégique qui maximise les chances d'attirer les financements, les partenaires industriels. Parce que la R&D en zone aride, c'est cher, ça demande du temps. C'est très clair. Et cette ambition stratégique, elle se traduit comment en objectifs concrets pour AgriTechSol? Le document en souligne deux principaux. D'accord. Le premier, il est très opérationnel. Fournir aux acteurs agricoles, entreprises, exploitants, des outils. Des outils concrets, testés, pour améliorer la fertilité, la résilience des sols sahariens. Et le mot-clé, c'est durabilité. On ne cherche pas des coups d'éclat, mais des améliorations qui tiennent dans le temps. Oui, c'est essentiel dans cet environnement. Le second objectif, lui, il est plus systémique. Construire et animer un écosystème d'innovation ouverte. Ça suffit pas d'avoir une bonne idée dans un labo, non, il faut que ça circule, voilà. Faut créer un milieu où les startups testent leurs prototypes, où les chercheurs collaborent avec les industriels, où les agriculteurs font remonter leurs besoins. D'ailleurs, le document insiste beaucoup sur deux choses. Valoriser les ressources locales Mhm. et développer des amendements innovants vraiment spécifiques pour les sols sahariens. Pas juste copier ce qui se fait ailleurs. Et cette insistance sur la spécificité des sols sahariens, c'est absolument capital. Faut bien voir qu'on ne parle pas de terres agricoles comme en Normandie, hein. Non, c'est sûr. Le Sahara, c'est extrême. Sol sableux, pauvre en matière organique, souvent salin à cause de l'évaporation qui concentre les sels. Oui. Peu de capacité de rétention d'eau, températures de sol qui peuvent être brûlantes. Les défis sont énormes et liés entre eux. Appliquer des recettes standards, ça serait au mieux inutile, au pire ça ferait des dégâts. D'où le besoin de R&D ultra spécialisé. C'est logique.
Et l'accent sur les ressources locales, c'est tout aussi stratégique. Utiliser des argiles locales, des sous-produits comme la mélasse, la biomasse du coin pour le biochar, ou même les algues des côtes algériennes. C'est pas juste pour faire joli ou être écolo. Non, il y a une raison économique. Exactement. Ça réduit la dépendance aux intrants importés, qui coûtent cher et ont une grosse empreinte carbone. Ça s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. On transforme des déchets ou des ressources peu utilisées en produits utiles. Mhm. Et ça peut créer de l'activité économique locale. C'est vraiment une approche intégrée. Oui, on voit bien la cohérence. Si on prend un peu de recul, cette approche collaborative, ancrée localement, c'est sans doute la seule façon réaliste de s'attaquer à un problème aussi complexe. L'agriculture en milieu aride, ça touche à la géologie, la science du sol, l'hydrologie, la microbiologie, la chimie, l'agronomie, la physiologie végétale. C'est très large, hein? Personne ne maîtrise tout ça tout seul. Donc la vraie force d'Agritech-Sol, si ça fonctionne comme décrit, ce serait sa capacité à orchestrer cette intelligence collective, mettre ensemble des chercheurs pointus, des startups agiles, des industriels qui peuvent déployer à grande échelle, et les agriculteurs eux-mêmes. Le retour terrain direct. Voilà. Pour co-concevoir, tester, adapter vite les solutions, c'est cet effet multiplicateur qui peut vraiment accélérer l'innovation. C'est passionnant de voir comment tout ça s'emboîte. Mais alors concrètement sur le terrain, comment Agritech-Sol compte faire? C'est quoi l'arsenal technique prévu? Oui, le comment. Le document nous donne le cœur opérationnel, 6 axes scientifiques et techniques majeurs. Je vais les lister, ça donne une image assez précise. Allons-y. Les nano-argiles ou liquid nanoclés. L'idée, c'est d'agir au niveau microscopique pour changer la structure des sols sableux et améliorer leur capacité à retenir l'eau et les nutriments. Intéressant. Des polymères naturels, surtout ceux dérivés de la mélasse, un sous-produit abondant en Algérie. Ça agirait comme un liant pour stabiliser les particules du sol. D'accord, la mélasse comme colle à sol. Le biochar, ce fameux charbon végétal fait par pyrolyse de biomasse. Connu pour améliorer durablement la fertilité et, gros avantage, stocker du carbone. Oui, celui-là, on en entend beaucoup parler. Le gypse, un minéral assez classique, utilisé ici pour deux choses, corriger la salinité, un gros problème en zone aride, et améliorer la structure physique du sol. Action corrective donc. Des biofertilisants. Le document met l'accent sur ceux issus d'algues marines, une ressource potentielle sur le littoral algérien, pour apporter des nutriments. Les algues, oui, c'est une piste aussi. Et enfin, 6, des biostimulants. Alors ça, c'est pas des engrais classiques, ce sont des substances ou micro-organismes qui aident les plantes à mieux résister au stress, sécheresse, salinité, très pertinent pour le Sahara. Voilà une palette technologique qui est ambitieuse, c'est sûr, mais surtout très cohérente avec les défis spécifiques des sols sahariens qu'on a évoqués. Chaque axe vise un ou plusieurs problèmes clés. Oui, ça semble bien ciblé. Prenons le temps de regarder d'un peu plus près. Les nano-argiles liquides, par exemple. Ça fait un peu science-fiction appliquée à l'agriculture, non? Un petit peu oui, Entre des grains de sable et si fixes, créant une sorte de réseau microscopique. comme un maillage interne. C'est un peu ça, comme si on tapissait l'intérieur du sol de micro-éponges qui retiennent l'eau et les nutriments, qui sinon fileraient trop vite en profondeur. Ah oui, je vois. Mais le défi technique est énorme. Comment on applique ça de façon homogène? Ça coûte combien à grande échelle? Ça dure combien de temps dans un milieu aussi agressif? Et quels impacts écologiques à long terme d'introduire des nanoparticules? Ce sont des questions cruciaux pour la R&D d'Agritech-Sol. Bien sûr. Et les polymères de mélasse? Alors là, la mélasse, c'est riche en sucre, en composés organiques. L'idée, c'est de l'utiliser, peut-être après transformation, pour créer des colles naturelles qui agrègent les particules fines du sol. Pour faire des grumeaux, en quelque sorte. Oui, ça améliore la structure, la stabilité face à l'érosion, la porosité pour que l'eau s'infiltre mieux et que l'air circule. L'avantage, c'est qu'on utilise un sous-produit local, potentiellement pas cher. Mhm. Les questions, c'est combien de temps ça dure avant d'être dégradé? Comment on optimise la formule? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres utilisations de la mélasse qui seraient en compétition? D'accord. Et le biochar, on disait qu'on en parlait beaucoup. Oui, c'est une piste fascinante. Ça s'inspire un peu des terres noires d'Amazonie. On chauffe de la biomasse sans oxygène, ça donne un charbon très poreux, très stable. Stable, c'est-à-dire qu'il ne se décompose pas vite. Exactement. Incorporé au sol, même en petite quantité, il agit sur plein de choses. Il retient l'eau, il retient les nutriments et les libère lentement. Il crée un habitat pour le micro-organisme utile du sol. D'accord. Et surtout,
Sa stabilité fait que le carbone qu'il contient est piégé pour des siècles, voire des millénaires. Donc ça aide contre le changement climatique. C'est un bénéfice double, voire triple. Ah oui, c'est intéressant ça. Les défis. Produire un biochar de qualité constante, ça dépend de la matière première, du procédé. Faut être sûr qu'il n'y a pas de contaminants. Et le coût de production et d'incorporation au début peut freiner, même si c'est rentable à long terme. Je vois. Et le gypse, c'est plus classique. Oui, le gypse ou sulfate de calcium, on l'utilise bien pour lutter contre la salinité des sols dits sodiques. Quand il y a trop de sodium, ça dégrade la structure du sol. Le calcium du gypse vient prendre la place du sodium sur les argiles et ensuite le sodium peut être évacué par l'eau. C'est un nettoyage chimique, en gros. C'est un peu ça. Ça améliore aussi l'agrégation du sol. La question, c'est d'avoir des gisements de gypse de bonne qualité, exploitables économiquement en Algérie, et d'optimiser les doses selon le sol. D'accord. Restent les biofertilisants et biostimulants. Alors ça, c'est un peu la frontière de l'innovation. Les algues marines, c'est plein d'oligo-éléments, de vitamines, d'hormones de croissance. Les utiliser comme fertilisants, ça nourrit la plante et ça améliore la santé du sol. Mhm. Les biostimulants, eux, ils coachent la plante pour qu'elle résiste mieux au stress chaleur, manque d'eau, sel. Ils activent ses défenses naturelles. C'est de l'optimisation de la plante elle-même. Voilà, l'enjeu, c'est d'identifier les bonnes souches d'algues, les bons micro-organismes pour le Sahara, développer des procédés de production stables, pas trop chers, et bien comprendre comment ça marche pour les utiliser au mieux. La recherche est très active là-dessus. C'est vraiment une approche très complète. Ce qui ressort de tout ça, c'est que le document suggère que la vraie innovation d'Agritech-Sol, ce sera peut-être pas une seule technologie isolée, mais leur combinaison intelligente, synergique. Ah, le mélange. Probablement développer des cocktails d'amendements adaptés à chaque situation. Type de sol, climat, culture. Par exemple, mélanger nano-argile pour l'eau, biochar pour la fertilité à long terme et biostimulant pour aider la plante à passer un coup de sécheresse. D'accord. Et c'est là que l'approche collaborative et l'expérimentation terrain deviennent cruciales. Comment on dose, comment on applique, dans quel ordre? Ça pose des questions d'ingénierie agronomique complexes. Ça va demander beaucoup de tests, d'ajustements. Absolument passionnant de voir cette approche multifacette. Alors, si on essaie de synthétiser ce que représente Agritech-Sol, d'après ce document, pour Green Incubator, c'est clairement une initiative stratégique majeure. Oui, ça semble être le cas. C'est d'abord une réponse très concrète, orientée solution, aux besoins urgents des agriculteurs au Sahara. Productivité, durabilité. Mhm. C'est ensuite, et c'est l'originalité, un véhicule conçu sur mesure pour profiter du cadre légal et fiscal algérien sur l'innovation ouverte, pour mobiliser l'argent et les compétences des entreprises partenaires. Le montage intelligent dont on parlait. Et enfin, c'est la mise en place d'une plateforme collaborative, vue comme essentielle pour innover dans ce domaine complexe en faisant bosser ensemble chercheurs, start-up, agriculteurs. Oui, l'écosystème. Le document le dit d'ailleurs très bien, la formule est forte. Agritech-Sol, c'est pas juste un projet technique, c'est une véritable stratégie d'innovation agricole pour le Sahara. Et cette dimension stratégique, elle est fondamentale, ça va au-delà de la simple prouesse technique. Si on prend un peu de hauteur, comme le suggère le document, Agritech-Sol pourrait potentiellement transformer certaines zones du Sahara en un vrai laboratoire vivant d'innovation pour l'agriculture en milieu aride. Un laboratoire à ciel ouvert, exactement. Ce qui rend l'initiative prometteuse, c'est cette alchimie unique qu'elle essaye de créer. Des solutions scientifiques pointues pour un environnement extrême, une volonté forte de s'appuyer sur les ressources et savoir-faire locaux pour créer de la valeur sur place. Oui, et l'utilisation très pragmatique d'un cadre légal incitatif pour embarquer les acteurs économiques qui ont les moyens de déployer. L'ensemble de ces éléments. Les retombées potentielles, elles dépassent l'agriculture. On touche à la sécurité alimentaire dans une région vulnérable au climat, au développement économique durable de zones marginalisées, à la gestion de l'eau si précieuse. C'est vrai. Ça peut contribuer à stocker du carbone dans les sols, donc à lutter contre le changement climatique. Et ça montre aussi le nouveau rôle des incubateurs. Pas juste héberger des projets, mais être de vrais architectes de stratégies d'innovation territoriale pour répondre à des défis sociaux et environnementaux majeurs.